La barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 8 mai 2023 et toutes nos excuses pour ces légers retards. Le président béninois Patrice Talon a refusé que le pétrole brut du Niger soit chargé dans le pétrolier chinois au niveau du port de Sémé, tant que sa frontière reste fermée du côté du Niger, ce qui n'a pas laissé indifférents les citoyens. On les écoute. Officiellement, je n'ai pas vu une déclaration du gouvernement béninois, ni celle du gouvernement du Niger qui parle de ces choses-là. Entre autres, même si c'est le cas, je pense que le Niger, on reste à 37 degrés. Ça ne nous inquiète pas, nous avons déjà signé une convention avec la Chine. C'est la Chine qui est responsable de ça et de ces travaux de l'exploitation de ce truc jusqu'à un certain temps. Nous avons déjà pris une avance de 400 milliards ou 400 millions de dollars, non? C'est combien? Ouais, donc c'est déjà la Chine qui est... C'est un problème entre la Chine et le Bénin et je pense que ça va se résoudre aussi. Et très, très vite aussi. Parce que c'est dans l'intérêt des Béninois aussi de pouvoir laisser que cela soit exploité. Sinon, on peut changer de direction. Par rapport à l'exploitation du pétrole, bon, nous estimons que c'est vraiment une affaire des Chinois. Donc je veux dire, la République populaire de Chine, quand même, est une puissance, est une nation qui sait mieux préserver ses intérêts que n'importe qui. Donc nous, en tout cas au Niger, cette question des autorités béninoises, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ils vont régler ça certainement avec la Chine, c'est tout. Donc nous restons sur notre position nationaliste patriotique parce que le Bénin n'a pas fait montre de solidarité envers le peuple nigérien les premières heures, à la différence quand même du peuple frère du Togo. Et donc aujourd'hui, le Bénin a tout intérêt à agir dans le sens de ses intérêts relativement à la question du pétrole. Donc nous au Niger, je pense que nous restons sereins par rapport à cela. C'est un sentiment d'indignation qui m'anime vis-à-vis du comportement des responsables béninois. Et je pense que le Niger a tous les moyens de se faire respecter à travers une telle attitude. Une convention, c'est une convention. En droit, on dit on lit le bœuf par les cornes et on lit les hommes par leurs paroles. Ils se sont engagés à travers des actes écrits. Et bien l'État du Niger n'a qu'à engager toute la procédure et de les poursuivre en vue de pouvoir payer tout, non seulement ce que nous aurons perdu à travers leur attitude, mais aussi demander des dommages et intérêts pour pouvoir les dissuader à ne plus faire de tels comportements irresponsables comme ils ont l'habitude de le faire. Donc nous pensons que bon, ils s'exposent vraiment à des sanctions graves et je pense que c'est inamical d'avoir un tel comportement. Ça veut dire que désormais, si nous avons des affaires à traiter, nous devons réfléchir mille et une fois avant de nous engager avec certains partenaires qui ne respectent pas leurs paroles données. Parce que gérer un État, c'est pas des sentiments, c'est aussi la conscience tranquille et la responsabilité, malgré ce que nous ressentons pour quelqu'un d'autre. Quand des questions se posent, nous allons à réfléchir et nous allons poser les axes qui sied pour que nous soyons considérés comme donc, des partenaires crédibles. Donc le Bénin est en train de montrer qu'il n'est pas un partenaire crédible et désormais sur certains axes, nous allons nous décider de ne plus traiter avec ce pays qui ne respecte pas ses engagements en tant que pays. Voilà, dans le même registre, c'est l'instruction du chef de l'État, le gouvernement nigérien, à travers le ministère du pétrole, demande aux entreprises chinoises du secteur pétrolier de désormais donner priorité aux entreprises nigériennes pour l'exécution de certaines tâches et de ne plus passer par des cabinets pour faire des recrutements. Une décision globalement saluée par le représentant des travailleurs du secteur du pétrole. On écoute Seydou Abdou. C'est vraiment encore une fois de plus un acte salutaire de la part de nos nouvelles autorités. Parce que je peux dire que
c'est une première pour nous de voir un chef d'État prendre des décisions par rapport à ces entreprises. Ces entreprises, je rappelle que en réalité, c'est les vrais acteurs du système pétrolier. Un peu partout, si on peut le dire. Pas uniquement au Niger. C'est vrai, notre État du Niger, il a signé avec la CNPC. Mais en réalité, c'est ces entreprises-là qui animent tout le processus de la recherche sismique jusqu'au transport du brut. C'est ces entreprises-là qui sont chargées de tout le processus. La CNPC signe avec l'État du Niger, mais en réalité, c'est ces entreprises qui sont là pour faire tout le processus dans la chaîne du pétrole. Et je rappelle aussi que ces entreprises, c'est eux qui détiennent la plus grande masse des travailleurs au Niger. Parce que quand je vous prends l'exemple de l'entreprise qui fait la recherche, il a l'habitude de travailler avec plus de 3000 agents, voire même 4000, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand tu prends la chaîne, ce n'est pas une dizaine d'entreprises, c'est plus que ça. Il y a plus d'une dizaine d'entreprises qui interviennent dans le processus. Mais malheureusement, ces entreprises, deux fois, la plupart font recours à des cabinets de placement ou bien des cabinets de travail temporaire. Dieu merci, et récemment, le ministre même a pris ses responsabilités en écrivant à ces entreprises pour demander de mettre fin à ces pratiques. Et le message que j'ai à lancer à l'endroit du gouvernement et tout précisément au ministre du Pétrole, c'est qu'aujourd'hui, il est bon de donner des instructions. Et ces instructions-là, moi je pense qu'il doit surtout mettre l'accent sur le suivi. Parce que la lettre dont j'ai fait cas, ça date aujourd'hui il y a plus de 3 mois. Ça date il y a plus de 3 mois. Donc c'est des questions de suivi. Et aussi, il y a un message que j'ai à lancer. C'est-à-dire, il y a des questions qui concernent aujourd'hui la vie des travailleurs. Le syndicat a plusieurs éléments d'information à donner sa contribution, et pour qu'il y ait vraiment des informations qui seront utiles même dans le cadre de la gestion de ces entreprises. Pendant l'éducation, cette année, il y aura les examens de certificat de fin d'études du premier degré CFEPD. Ainsi, en a décidé le ministère de l'Éducation nationale, une décision qui n'a pas laissé indifférents les syndicats des enseignants, mais également les concernés qui sont les candidats. C'est dans un reportage de Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Premier parchemin avant d'accéder au secondaire, le certificat de fin d'études du premier degré, CFEPD, suspendu il y a de cela quelques années et restauré par le ministère de l'Éducation nationale. Cette reprise du CFEPD est saluée par le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN. Du primaire jusqu'au secondaire, depuis un certain temps, on parle de baisse de nouveau. Vous allez croiser un élève de terminale qui ne peut même pas vous faire une phrase en français. Donc c'est tellement grave qu'à notre niveau, nous avons pensé que c'est parce qu'on a enlevé le CFEPD que tout le monde fait ce qu'il veut, et c'est ça qui est l'une des bases de baisse de niveau constatée. Maintenant que le ministère de l'Éducation nationale accepte de restaurer le CFEPD, c'est une très bonne chose. C'est très bénéfique parce que nous avons tous passé par là, nous avons tous le CFEPD et nous savons comment nous nous sommes acharnés à apprendre les leçons, comment nos enseignants se sont acharnés à nous ramener les samedis, les dimanches et parfois même la nuit
n'est-ce pas, pour faire des exercices. Et aujourd'hui, si nous sommes là, si nous sommes parmi les générations, n'est-ce pas, qui n'a pas eu ce problème de niveau, c'est parce que tout simplement, nous avons passé par cet exercice-là. Pour le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, cette décision du ministère d'organiser ces examens cette année est hâtive. Nous avons eu une inquiétude justement, parce que vous imaginez les enfants qui ne sont pas habitués au CFEPD. Maintenant, on le dit cette année sur le CFEPD, il faut vous préparer. Au fait, on est en train d'alarmer ça. Les enfants sont en quelque sorte un peu terrorisés. Et nous craignons fort que ça ne puisse pas donner des résultats un peu satisfaisants. Sinon, la ministre aurait dû attendre. Comme c'est un projet, on aurait dû attendre l'année prochaine. Là, tout le monde sera prêt. Et les enseignants et les enfants. Et il ne faut pas aussi laisser l'autre côté du coût. Tout le monde sait que le CFPD a été supprimé dès ce pays à cause de son coût élevé. C'était trop cher pour l'État. Ensuite, c'est un diplôme qui n'est pas sur le marché de l'emploi. Les gens s'inquiètent beaucoup. Nos militants nous appellent de partout. C'est cette année le CFPD. Nos enfants ne sont pas prêts. Les élèves du CM2 sont au courant des examens. Néanmoins, ils disent ne pas être prêts, comme en attestent ces candidats. C'est que c'est cette année que vous allez faire les examens. C'est la directrice qui nous a informés. Comment ça? Depuis. Ok. Est-ce que vous êtes préparé pour ces examens? Non. Pourquoi? Parce qu'elle ne m'attendait pas à ça. Nous, on croyait que c'est l'année prochaine le certificat. Est-ce que vous êtes préparé? Non. Ah bon? Nous ne sommes pas préparés. Nous allons faire le certificat. Nous sommes au courant, ça fait quelques jours. Nous ne sommes pas préparés parce qu'on ne nous a pas informés à temps. Cette décision du ministère de l'Éducation nationale est soutenue par les parents d'élèves. Les épreuves du CFEPD, session 2024, sont prévues du 24 au 25 juin prochain. Le problème foncier a visiblement encore des jours devant lui à Niamey. En effet, il est fréquent que les différentes municipalités soient confrontées à ceci avec difficilement des solutions. Dans le 5e arrondissement, c'est au village de Ganguel que la population se voit confrontée à un problème avec les exploitants d'une carrière. Le point avec Adam Ousmana et Nasser Seydou. Jardins, maisons et arbres menacés. Telles sont entre autres conséquences qu'engendre cette carrière dont l'exploitation n'est pas du goût des riverains à Ganguel dans le 5e arrondissement de la capitale. Et quoi de plus normal, car ces propriétaires terriens se voient ainsi exposés à un danger imminent de voir leur investissement et même leur vie menacée par la recherche de gains de certains concitoyens. Nous sommes là sur ce terrain, c'est pour porter à la connaissance de l'opinion locale, régionale et nationale de graves dangers qui est en train de se passer ici. Et donc vous voyez là où nous sommes, c'est une terre qui a été récupérée par l'État. Et il y a des gommiers tout autour. Et l'année passée, on a même semé du mil ici. Donc quand vous allez voir aussi à un seuil, un barrage qui a été érigé à des coûts de milliards par l'État pour empêcher au sol le sable de ruisseler vers le fleuve. Donc ça a été exécuté par la société Denise, par la SPEN. Donc ça fait 2 ans, depuis 2022. Donc vous voyez, nous, la récupération de cette terre nous a mis en confiance. Parce qu'avant c'était des épines, des bois. Et donc comme on a vu qu'elle a été récupérée, on a jugé de faire des infrastructures en matériaux définitifs. Et bien voilà que 2 ans après, ces gens-là, vous voyez derrière des poclés qui sont là en train d'arracher le sol, et d'arracher les arbres qui ont été plantés par l'État. Il y a même des gaos, des doumiers qui sont en train de tomber. Et voilà, je ne sais pas pour quelle fin. Bon, malheureusement, nous avons aussi un souci par rapport aux autorités communales, puisqu'on a écrit, premièrement, on est parti en personne les voir. On a écrit une lettre pour appuyer notre demande. Et depuis le 25 avril, ils n'ont pas réagi. Donc le 6, j'ai encore écrit une lettre pour demander suite réservée à la première lettre que j'ai citée en référence. Bon, malheureusement, ils n'ont pas réagi et ces gens-là continuent dans leur salle besogne. Nous sommes là pour dénoncer tout cela. Du côté de la municipalité,
l'on assure que cette situation constitue une de leurs préoccupations. Nous avons été saisis par le collectif de riverains concernant ce problème-là. Donc là, nous sommes en train de saisir, nous aussi, à notre niveau, toutes les parties qui concernaient, donc à savoir l'ASPEN, l'entreprise qui est le maître de l'ouvrage, et le génie rural, les services de l'hydraulique, pour qu'on puisse faire un tour et constater ensemble. Parce que là, il s'agit vraiment des ouvrages, il faut des techniciens. Donc là, je souhaiterais que toutes les parties qui ont intervenu dans la réalisation de ces ouvrages-là soient informées et pour qu'on puisse leur trouver une solution définitive. Nous sommes conscients qu'ils sont menacés et là, nous avons pris le problème au sérieux. Donc, Inch'Allah, nous allons leur trouver une solution définitive dans les jours à venir. Cependant, constatant le temps pris pour dénouer la situation, les riverains de cette carrière n'ont pas manqué de lancer un cri de cœur aux plus hautes autorités du pays. À l'endroit des autorités de la transition, en particulier le président du CNSP, le général Abdrahmane Tchani et son gouvernement, pour diligenter une mission rapide, une mission rapide pour constater et arrêter et châtier les auteurs. Force est de reconnaître qu'à Niamey, la gestion du foncier et celle des carrières se posent avec acuité et qu'il urge de mettre en place un mécanisme pour y pallier définitivement afin d'éviter certaines conséquences pouvant même être dramatiques. Voilà, place à présent à notre rubrique hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui de la plainte au pénal et ses suites. Un thème abordé par Maître Ahmed Maman. Très bonne réception à vous. Plainte au pénal et ses suites. En fait, comme vous le savez, une société humaine est toujours en perpétuel conflit. À partir du moment où il y a des conflits, il y a des agissements des humains, des hommes, qui causent des préjudices à d'autres personnes et dont il appartient au juge pénal de sévir contre les contrevenants à la loi et en même temps réparer le préjudice subi par ces personnes. Donc c'est dans ce cadre, généralement, il arrive à certaines personnes de saisir le juge pénal, donc de porter plainte. Donc la question de savoir, la plainte au pénal et ses suites renvoie essentiellement à trois questions principales. La première question, c'est celle de savoir qui peut porter plainte. La deuxième question, devant quelle autorité porter plainte. Et la troisième question, enfin, c'est de savoir quel sort peut être réservé à une plainte pénale. Donc pour répondre à la première question, celle de savoir qui peut porter plainte, ou si vous voulez en termes de droit, qui peut mettre en mouvement l'action publique, c'est que là c'est une question qui est réglée par l'article 1er du Code de procédure pénale et aussi les articles 12 et suivants du Code de procédure pénale. En tout cas, à travers l'article 1er du Code de procédure pénale, il est dit clairement qu'il appartient aux magistrats et certains fonctionnaires, en tout cas à qui la loi a reconnu ce pouvoir de mettre en mouvement l'action publique. Et donc, il faut entendre par là, quand on parle des magistrats et de certains fonctionnaires, donc il y a une catégorie qui a été listée par le Code de procédure pénale, notamment c'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique la police judiciaire, qui est aussi catégorisée par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et notamment les autres fonctionnaires qui ont été aussi prévus par le Code de procédure pénale. Et au niveau des fonctionnaires, généralement on parle de... quand vous prenez en matière des eaux et forêts, donc les agents des eaux et forêts, en matière douanière, les agents douaniers, à qui la loi a reconnu ce genre de pouvoir. Et de l'autre côté, en dehors de cette catégorie donc des magistrats et des fonctionnaires
qui peuvent mettre en mouvement l'action publique, il y a aussi la partie lésée. La partie lésée, il faut entendre là toute personne, qu'elle soit morale ou physique. Donc quand on parle de personne morale, ça peut être l'État, ça peut être une société, ça peut aussi être une association, donc selon les cas. De l'autre côté, la personne physique qui peut aussi porter plainte, c'est comme vous et moi. Donc à partir du moment où nous avions subi un préjudice suite à la commission d'une infraction, nous pouvons bel et bien saisir les juridictions compétentes pour pouvoir demander réparation. Relativement à la partie lésée, donc à la personne physique par exemple, qui peut porter plainte, c'est que l'article 5 du Code de procédure pénale a clairement indiqué qu'à partir du moment où la personne lésée a le choix entre saisir les juridictions civiles ou saisir les juridictions pénales, mais à partir du moment où la partie lésée a choisi de saisir les juridictions civiles, c'est qu'elle perd son droit d'aller vers les juridictions pénales. Donc à partir du moment où vous portez votre affaire devant les juridictions civiles, vous ne pouvez plus revenir à la charge pour encore saisir les juridictions pénales. Là, c'est l'article 5 du Code de procédure pénale qui le prévoit. La deuxième question est celle de savoir devant quelle autorité porter plainte. C'est une question fondamentale et essentielle à partir du moment où ça nous permettra de savoir devant quelle autorité se diriger si on a une plainte à déposer. Donc à ce niveau, il y a également d'abord devant les unités d'enquête, il faut entendre par unité d'enquête que ce soit la police ou la gendarmerie. Donc le Code de procédure pénale, effectivement, il a clairement indiqué que ces unités peuvent toutefois recevoir les plaintes et les dénonciations. Donc, mais à partir du moment où elles reçoivent, ces unités d'enquête reçoivent des dénonciations ou des plaintes, elles ont l'obligation sans délai d'informer le procureur de la République, parce que comme vous le savez, le procureur de la République, c'est lui qui dirige l'enquête, c'est lui pratiquement le chef de ces unités d'enquête en matière judiciaire. Donc elles doivent lui rendre compte au fur et à mesure. Donc à partir du moment où elles reçoivent des plaintes ou dénonciations, elles doivent obligatoirement l'informer sans délai. Donc en dehors de ces unités d'enquête devant qui on peut toutefois porter plainte, on peut directement se diriger vers le procureur de la République pour pouvoir porter plainte. Donc le procureur de la République, effectivement, c'est le Code de procédure pénale qui dit clairement à son article 39 qu'il reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites ou la suite à leur donner. Donc à partir du moment où il est aussi reconnu ce droit de recevoir les plaintes et les dénonciations et de leur donner des suites, vous pouvez vous diriger directement vers le procureur de la République pour pouvoir porter plainte. Il arrive aussi au procureur de la République, par exemple, de classer sans suite une plainte, et quand vous êtes mécontent et que vous estimez que c'est à tort qu'il a pris cette décision, vous pouvez saisir un juge d'instruction pour porter plainte. Donc c'est ce qu'on appelle plainte avec caution des parties civiles. Généralement, dans la pratique ici, ce que nous faisons, après un classement sans suite, quand vous estimez que les éléments renvoient à l'affaire devant le juge. Et de l'autre côté aussi, il existe d'autres autorités devant qui vous pouvez porter plainte en dehors de ces trois catégories. Je veux parler par exemple le cas de la Halcia sur des infractions bien déterminées, notamment en matière de corruption et les infractions assimilées. J'ai parlé de la troisième question à laquelle renvoie ce sujet. C'est notamment relativement au sort qui peut être réservé à une plainte pénale. Le sort qui peut être réservé à une plainte pénale, c'est à des niveaux différents. Le premier niveau, par exemple, à partir du moment où le procureur de la République reçoit une plainte, que ce soit directement ou bien après une enquête préliminaire au niveau d'une unité d'enquête, il a le choix soit de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Mais à partir du moment où il décide de ne pas poursuivre, il fait ce qu'on appelle un classement sans suite. Par exemple, quand il estime que même quand l'infraction est constituée, il n'est pas opportun de poursuivre, il peut toutefois classer sans suite. Et quand il estime que les faits pour lesquels, en tout cas, il a été saisi ne constituent pas une infraction, il peut aussi décider de classer sans suite. Maintenant, de l'autre côté, quand il décide de poursuivre, là, la loi aussi, le Code de procédure pénale a catégorisé le mode de poursuite. Il peut toutefois poursuivre en flagrant délit, ce qu'on appelle dans notre jargon FD.
flagrant délit, quand les faits sont constants, où on n'a pas besoin de diligenter une instruction ou l'ouverture d'une information, là, il saisit directement, il expédie, c'est ce qu'on appelle une procédure expéditive. Donc là, on renvoie directement le mis en cause devant le tribunal de flagrant délit pour y être jugé. C'est la première voie. La deuxième voie, c'est celle qu'on appelle la citation directe ou la voie cédée, si vous voulez. Donc là aussi, le procureur a le choix de citer directement le prévenu devant le tribunal pour être jugé. C'est dans ce genre de cas, généralement, vous voyez, par exemple, nonobstant le fait que la personne mise en cause a été poursuivie, mais on la laisse en liberté parce qu'elle a été citée directement, le procureur a jugé utile de ne pas lui décerner mandat. Donc, voilà la deuxième catégorie. Le troisième mode de poursuite qui revient au procureur d'en décider, c'est l'information. Par exemple, là, quand les faits sont complexes, ou par exemple en matière criminelle, où c'est obligatoire d'ouvrir une information, le procureur de la République qui reçoit la plainte, qui l'examine, qui l'apprécie, il ouvre une information à travers ce qu'on appelle le réquisitoire introductif pour saisir un juge d'instruction qui, lui, il a la charge d'instruire à charge et à décharge pour chercher à rétablir les faits, à connaître la vérité. Donc, c'est un mode aussi qui est reconnu par notre loi de saisir un juge d'instruction par voie d'information. Et de l'autre côté, il y a une réforme qui a prévu ce qu'on appelle la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Et ce qu'on appelle sous d'autres toits le plaider coupable. Et là, c'est une proposition qui est faite généralement par le procureur au prévenu, qui accepte de reconnaître préalablement les faits qui lui sont reprochés. Le procureur lui fait une proposition de diminution de peine. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle réforme, mais dans la pratique, jusque-là, ni le parquet, encore moins les parties, n'en font usage. Donc voilà par rapport à la deuxième question. Maintenant, relativement à la question sur le sort devant, par exemple, le juge d'instruction. Parce qu'après le parquet, le ministère public, une fois que l'information est ouverte, la plainte peut connaître aussi une suite devant le juge d'instruction, qui peut souvent être amené même à refuser d'informer par ordonnance de refus d'informer. Quand il estime que les faits ne sont pas du tout sérieux, il peut toutefois refuser par ordonnance motivée, donc par une ordonnance de refus d'informer. Et de l'autre côté, quand il accepte de faire l'instruction conformément à la loi, c'est que là aussi, il lui appartient, à partir du moment où il a posé tous les actes nécessaires d'instruction, de tirer une conclusion. Soit de prendre une ordonnance de non-lieu, par exemple quand il estime qu'il n'y a pas de charges suffisantes qui peuvent être retenues contre l'inculpé, là il prend une ordonnance de non-lieu. Donc du coup, là, la plainte que vous avez déposée à partir du moment où il y a une ordonnance de non-lieu, elle ne saurait prospérer. Vous ne pouvez pas demander de dommages-intérêts, vous ne pouvez pas gagner quelque chose à partir du moment où il y a un non-lieu qui a été ordonné par le juge d'instruction. Et de l'autre côté, il peut toutefois aussi constater que l'infraction est établie, qu'il y a assez de charges suffisantes contre l'inculpé, et là, il prend une ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi veut dire qu'il prend une ordonnance qui renvoie l'inculpé devant le tribunal pour être jugé pour les faits qui lui sont reprochés. Donc c'est devant ce tribunal que vous pouvez toutefois formuler votre demande en tant que plaignant ou en tant que partie civile. À partir du moment où on vient devant un tribunal chargé de nous juger, et si le juge ou le tribunal estime que les faits ne sont pas établis, soit l'inculpé ou l'accusé selon les cas est relaxé, acquitté ou est renvoyé pour fin de poursuite, pour fait non établi, s'il est acquitté ou relaxé, c'est que votre demande ne peut pas aussi prospérer parce qu'il y a une corrélation normalement entre le préjudice et la plainte pour pouvoir déterminer les dommages-intérêts. Donc à partir du moment où le prévenu ou l'accusé est relaxé, acquitté, vous ne pouvez pas prétendre à des dommages-intérêts en tant que plaignant. Maintenant, de l'autre côté, si la juridiction pénale estime que les faits sont avérés, et qu'elle déclare coupable le prévenu ou l'accusé selon les cas, c'est que là, il est possible pour vous de vous constituer partie civile et de demander de dommages-intérêts par rapport au préjudice
que vous avez connues. Deux fois, il faut retenir aussi, il y a certains obstacles qui viennent entraver une plainte ou qui viennent mettre à mal une plainte. Je voulais parler de certains éléments qui peuvent éteindre l'action publique. Je veux parler de la prescription. Par exemple, pour des faits criminels, c'est 10 ans. Après 10 ans, vous ne pouvez pas saisir pour des faits criminels une juridiction pénale. Votre action, elle est prescrite. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre devant une juridiction pénale. De l'autre côté, si c'est en matière correctionnelle, c'est 3 ans. Donc, vous ne pouvez pas, à partir de ce moment, vous plaindre aussi devant des juridictions pénales pour des faits délictuels. Et pour des faits contraventionnels, pour une contravention, c'est 1 an. Donc la prescription, et c'est un obstacle pour une plainte devant une juridiction pénale. En dehors de la prescription, il y a aussi l'amnistie. À partir du moment où les autorités compétentes décident d'amnistier les personnes à qui, en tout cas, sont reprochés des faits, donc l'amnistie aussi entrave toute plainte relativement aux faits reprochés. Donc de l'autre côté aussi, on peut parler de la transaction, parce que j'avais dit tout à l'heure qu'il est reconnu à certaines autorités, à certains fonctionnaires de transiger, par exemple en matière douanière, pour les eaux et forêts. Là, la loi leur accorde ce pouvoir de transiger. À partir du moment où il y a une transaction qui a été constatée, donc là aussi, on ne peut plus poursuivre, ça met fin à l'action publique. Donc il y a aussi l'abrogation de la loi. À partir du moment où la loi qui incriminait les faits est abrogée, c'est qu'en ce moment, on ne peut pas aussi poursuivre les faits ou les personnes à qui, en tout cas, on reproche des faits. Donc, c'est aussi un obstacle pour qu'une plainte puisse prospérer. En dehors de ces catégories ou de ces cas, on peut aussi évoquer le retrait de plainte. Et c'est surtout par rapport à ce cas que beaucoup de gens se posent des questions. Moi, j'ai retiré ma plainte, mais bon, voilà. Pourtant, le procureur continue encore la procédure. Les gens n'arrivent pas, ou les justiciables n'arrivent pas à comprendre véritablement le sens du retrait de plainte. Et dans quel cas le retrait de plainte peut emporter ou peut mettre fin à l'action publique. C'est dans des cas bien déterminés. Il s'agit notamment en matière de délits privés. Par exemple, des questions de diffamation, d'atteinte à l'honneur, dénonciation calomnieuse, adultère. Donc dans ces genres de délits privés, quand vous portez plainte, le procureur poursuit. Quand vous ne portez pas plainte, le procureur même ne peut pas poursuivre. Et quand vous décidez de retirer votre plainte, le procureur ne peut plus poursuivre. Mais en dehors de ces catégories de délits privés, dans les autres cas, en tout cas des infractions de droit commun en matière d'escroquerie et tout ce qui s'ensuit, c'est que là, même quand vous retirez votre plainte, ça n'a aucun effet sur la poursuite. Le procureur peut décider de passer outre et de poursuivre parce que là, il s'agit d'une atteinte, en tout cas, à la société. Ce sont des faits qui portent atteinte à la société. Donc voilà, en grosso modo, si vous voulez, certains obstacles qui peuvent entraver le cours normal d'une plainte. Et peut-être même, si on voit loin, on peut aussi évoquer la question de certaines immunités qui sont reconnues à des personnes bien déterminées, notamment l'immunité familiale. Par exemple, un père qui reproche des faits de vol à son enfant ne peut pas saisir des juridictions pénales pour demander à ce que la juridiction pénale condamne son fils pour fait de vol, parce que son fils est protégé par une immunité familiale. Et de l'autre côté, par exemple, quand vous prenez le cas des députés, où il faut obligatoirement toute une procédure de levée d'immunité pour pouvoir les atteindre, mais là aussi dans des cas bien déterminés, ou des ministres, où il faut une autorisation du gouvernement, ou certains privilèges qui protègent certaines fonctions ou certains fonctionnaires. Et je trouve que quand même, c'est des éléments qui font en sorte que souvent, des plaintes ne peuvent pas prospérer ou ne peuvent pas en tout cas aboutir à leur finalité.